Bonsoir, bienvenue au Pâté des Fauvettes. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette belle projection de Harry, un ami qui vous veut du bien. Nous sommes d'autant plus ravis de vous accueillir que nous avons l'honneur de recevoir Dominique Moll, entre autres, ce soir, et vous aurez l'occasion d'avoir un temps d'échange avec lui à l'issue de la projection. Cette séance, elle est proposée dans le cadre du festival Play It Again, qui est un festival organisé par la DRC. Et pour vous dire un petit mot sur ce festival, je vais passer la parole à Marina. Merci Florence, bonsoir tout le monde. Merci Florence pour cette présentation. Merci Florence de nous accueillir. Le festival jusqu'au 29 septembre et notamment ce soir pour cette séance spéciale. Et puis j'aimerais aussi remercier pour commencer le public et Dominique Moll qui nous fait l'honneur de sa présence, alors qu'on le sait, dans quelques semaines, il sort un nouveau film tant attendu, Dossier 137, donc qui sera au cinéma le 19 novembre prochain, si je ne me trompe pas sur la date. Donc la séance se déroule dans le cadre du festival Play It Again. Play It Again, c'est un festival qui propose depuis 11 ans des films de patrimoine, autant les grands classiques qu'on connaît tous au moins de nom, comme Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, ou des perles rares comme un de mes films préférés qui est Olivia de Jacqueline Audery, entre autres, parmi les 20 films qui seront présentés cette année. Que vous dire d'autre? Vous dire qu'on a ouvert le festival il y a 2 jours en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair, avec Dominique Blanc, qui est notre marraine de cette édition. Le festival se poursuit encore tous les jours jusqu'au 29 septembre et se clôturera avec Michel Hazanavicius à Paris, entre autres. Que vous dire d'autre également? Que ça se passe aussi dans 200 salles, c'est un peu la particularité du festival, donc dans 200 salles dans toute la France, autant dans les zones urbaines que rurales, pour tous, pour les moins jeunes, les plus jeunes, les cinéphiles ou tout simplement les curieux, avec, pour accompagner ces films, des ateliers, des quiz, des conférences, des masterclass, tout en gros pour décrypter les images et continuer à s'émerveiller au cinéma. Je pense que je vous ai tout dit sur ce qu'est le festival. J'aimerais juste en profiter pour remercier nos partenaires, donc le CNC, Matmut pour les arts, Cinégo, le syndicat aussi des catalogistes des films de patrimoine, dont SND fait partie et avec qui nous avons sélectionné le film que vous allez voir ce soir. Et j'aimerais aussi en profiter pour dire un petit mot à l'équipe, parce qu'on est une petite équipe derrière ce gros festival à la DRC. J'aimerais remercier Mélanie, Quentin, Clara, Emmanuel, Rodolphe, et j'espère avoir oublié personne. En tout cas, vous m'excuserez si c'est le cas. Et voilà, bref de bavardage, je donne la parole à Dominique Moll, que je remercie d'être là encore ce soir. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'avoir sélectionné Harry dans le cadre du festival Play It Again. Ça me fait très plaisir. Le film est sorti, le 15 août, ça aurait fait 25 ans depuis sa sortie, donc c'est une sorte d'anniversaire qui est pas mal. Juste par curiosité, qui est-ce qui ne l'a jamais vu encore? Ok, très bien. Voilà, je vais pas vous en dire trop parce que vaut mieux en parler après. J'ai le plaisir d'accueillir aussi 2 des comédiennes du film. Les garçons sont pas là parce que Laurent Lucas est au Canada et Sergi Lopez, qui était à Paris il n'y a pas longtemps pour la sortie du film Sirat, est retourné en Catalogne. Voilà, mais il y a Mathilde Seignet et Sophie Guillemin que j'invite à me rejoindre. Et voilà, et en plus il y a aussi, alors je ne vais pas les faire venir sur scène, mais toute une partie de l'équipe qui est là aussi, et ça me fait très, très plaisir aussi de les retrouver. Voilà, mais donc Sophie, tu veux dire un mot? Oui, ou plusieurs. Ou plusieurs même. Non, un seul. Un seul? Oui. Chouette.
Ah non, moi je suis hyper heureuse de retrouver toute l'équipe d'Harry et de vous le présenter pour ceux qui ne l'ont pas vu et ceux qui veulent le revoir. Et on se disait en rigolant, on a vraiment tous des têtes de bébé à l'époque, c'était il y a 25 ans quand même. Et moi, ce qui est rigolo, mon petite anecdote personnelle sur ce film, c'est que ma voix a énormément changé. Donc ça fait mourir de rire mes filles qui connaissent ma voix actuelle, qui est beaucoup plus grave, vous allez voir que c'est dans le film. Et donc, je parle comme une petite elfe immatérielle dans le film, comme ça. Et c'est hyper rigolo, du coup, de se voir changer aussi et de se voir évoluer. En tout cas, c'est un film qu'on a tous adoré tourner, non ? On a quand même passé un super tournage. Et je pense que tout le monde a que des très bons souvenirs à la fois du tournage et évidemment du film. Donc ben, voilà, bonne projection à tous. Qu'est-ce que je peux dire derrière toi ? Non, moi je suis ravie. C'est vrai que c'est émouvant parce que ça fait 25 ans, alors évidemment. Moi je vais pas pouvoir le revoir et tant mieux parce que je crois que j'étais assez joliment filmée. Oui. Et quand oui, c'était il y a 25 ans, donc ça c'est un peu dur. Mais pour moi, en tout cas, ça a été un film très, très important dans ma carrière et probablement, d'ailleurs, je le dis devant toi, Dominique, un de mes plus beaux films. Voilà. Non, mais c'est vrai, je le pense vraiment. Merci. Donc ceux qui l'ont pas vu, vous verrez. Mais c'est vrai que c'est un film culte qui a quand même été à Cannes et ne l'oublions pas, qui a fait beaucoup d'entrées. Non, mais c'est vrai. Oui, en oui, plus, parce presque que 2 millions à l'époque. Ouais. presque 2 millions d'entrées. Voilà, donc je suis très, très, très contente et très émue. En plus, j'habite dans le quartier, donc c'est vachement pratique en fait. Elle a Voilà. failli partir dans le 15e parce que. Oui, parce que je pensais que les Fauvettes c'était dans le 15e. Et donc je partais, je prenais un taxi, je commandais, et puis tout d'un coup j'ai demandé à Dominique, j'ai eu un doute. Voilà, donc bonne projection en tout cas. Ah, tout à l'heure. Merci beaucoup. J'appelle du coup celui qu'on attend le plus, Dominique Moll. Je pense qu'on peut encore applaudir. Merci beaucoup, merci. Alors, je pense qu'on peut aussi applaudir les gens qui sont là de l'équipe. Donc, il y a Didier Lacour et Céline Miralves qui sont là de la production. Voilà, il y a Frédéric Messa qui était Perchman, qui est donc responsable pour la prise de son, enfin avec François Morel, mais qui n'est pas là. Gérard Hardy et Marie-Léna Cavola-Hardy qui ont fait ce montage son absolument formidable. Laurent Blanchard qui a coiffé tous ces messieurs dames, qui est responsable pour la coupe au bol de Laurent Lucas. Isabelle Julien qui a fait l'étalonnage du film, voilà, donc qui a participé à l'image, et évidemment la formidable Sophie Guillemin. Voilà. J'ai oublié personne. Voilà, et Mathilde a dû repartir. Voilà, donc c'était chouette de revoir le film avec vous. Je vous rassure, je vais beaucoup mieux. Voilà, donc on fait comment Eh bien, moi j'ai quelques questions à Ah vous bah poser. allons-y. Après, on va aussi faire tourner un micro dans la salle, donc je penserai sans doute pas à tout, donc n'hésitez pas aussi à lever la main et à participer. Bon, j'ai une première question un peu toute bête pour commencer, c'est sur la genèse. D'où vous est venue l'idée de Harry et du film et du scénario? Alors, je pense que, enfin, il y a eu, enfin, l'idée de départ, c'était vraiment cette idée de rencontre de deux types qui étaient ensemble au lycée, dont l'un se souvenait très bien de l'autre et l'autre pas du tout. Donc ça, c'était l'idée de départ, mais
Enfin, avec Gilles Marchand, donc, mon camarade co-scénariste, avec qui on a travaillé sur beaucoup d'autres projets, y compris ses propres films qu'il a réalisés. On s'est dit, tiens, on va partir de là, on va voir vers où ça évolue, mais au début, ça devait pas du tout prendre cette tournure-là. Enfin, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de mort, enfin, c'était juste quelqu'un qui... L'idée, c'était quelqu'un qui s'immisce dans la vie d'un autre, mais pour faire le bien, pour proposer des solutions matérielles à ses problèmes, etc. Et petit à petit, pendant le travail, en fait, ça s'est de plus en plus radicalisé, notamment à cause de Gilles, en fait. Parce que c'est lui qui poussait le personnage de Harry beaucoup plus loin, et puis à un moment donné, c'est instauré un espèce de jeu de rôle où moi, je représentais un peu les positions de Michel, et lui de Harry. Enfin, par exemple, il était question à un moment donné que Harry offre une voiture à Michel, et donc Gilles disait ça serait bien que ça soit pas juste une berline mais un 4x4, et moi je disais mais non, moi j'accepterais jamais un 4x4, c'est vulgaire, et dit justement, et donc voilà, donc il y a aussi une partie de nos discussions qui se sont retrouvées là-dedans, et petit à petit on a pris plaisir à inventer des solutions de plus en plus radical pour Harry, voilà. Donc et puis voilà, après il y avait aussi, enfin comme moi à l'époque j'étais jeune père de famille un peu débordé, sans beaucoup de moyens, avec une voiture pourrie, sans clim, voilà, donc tout ça est rentré dedans aussi, quoi, voilà. Ok. Et du coup, maintenant, j'imagine Gilles Marchand, Harry. Et donc, du coup, moi, je me demandais, la première fois que j'ai vu le film, c'est sur la construction de ces deux personnages en opposition, un peu comme un Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou alors... Comment vous avez construit ces deux masculinités, en fait, qui sont assez différentes, parce qu'on a Michel qui est quand même quelqu'un de discret, limite un peu passif sur plein de sujets de sa vie, et Harry qui est tout l'exact contraire. Oui, c'est ça. Enfin, très vite, ce qui nous a servi de guide, c'est Harry qui dit, voilà, pour chaque problème, il y a une solution, et c'est vrai que Michel est quelqu'un qui a des petites solutions, qui bricole, qui essaye d'arranger tout le monde, et alors que Harry, il dit ça fait pas avancer les choses, il faut être excessif, voilà, donc ça nous a guidés. Après, évidemment, on peut aussi, si on veut voir ça de manière un peu plus psychanalytique, enfin, c'est comme si Michel, avait un surmoi comme ça un peu qui l'empêchait de faire des choses, et que Harry était le ça qui au contraire le pousse à laisser libre cours à ses pulsions, voilà. Donc il y avait un peu ça comme idée aussi, et c'est vrai qu'on pourrait presque imaginer que Harry est un fantasme de Michel, enfin, comme si il souhaitait que quelqu'un venait résoudre tous ses problèmes, sauf qu'à un moment donné ça va un peu trop loin. Alors, il y a deux questions encore qui me démangent, et après on fera passer le micro dans le public. La première, c'est sur l'acteur Sergio Lopez. Pourquoi l'avoir choisi lui? Qu'est-ce que vous recherchiez en fait comme acteur pour ce personnage de Harry? Alors c'est Michel Saint-Jean, donc le producteur du film, qui a mentionné Harry, le nom de Harry pour la première fois, parce qu'il venait de distribuer un film de Manuel Poirier qui s'appelle Western, dans lequel joue Sergi. Et jusqu'à présent, Sergi jouait que des personnages très sympathiques. Et donc au début on s'est dit, tiens, est-ce que ça pourrait être un Michel possible? Enfin, on s'est d'abord posé cette question là, et puis après on s'est dit, bah non, avec
l'accent espagnol, c'est trop compliqué parce que du coup il faudrait que ses parents soient espagnols, enfin ça devenait un peu... Et puis à un moment donné, je sais pas, moi j'ai rencontré Sergi et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il serait pas plus intéressant comme pour jouer Harry, justement à cause de ce côté très sympathique qu'il a, parce que ce qui était important pour moi, c'est que Harry, et pour Gilles aussi, c'est que Harry ne soit pas perçu comme un sadique ou un pervers, et vraiment une des directions de jeu, la plus importante que j'ai donnée à Sergi, c'était que Harry est sincère dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Il n'y a pas de... il croit réellement il n'y a pas de la manipulation perverse. Il croit réellement au talent littéraire de Michel. Il veut réellement l'aider, et c'est cette sincérité-là qui rend, pour moi, le personnage aussi réussi. Aussi là, dans la manière Sergi de l'incarner. Et puis quand on a fait les premiers essais, on a fait des scènes qui arrivent un peu plus tardivement dans le film, et j'ai tout de suite vu que Sergi, il avait aussi, au-delà de cette sympathie qui dégage comme ça à premier abord, cette possible folie en lui. Et je pense que la réussite du film et du personnage tient beaucoup à lui, évidemment aussi aux autres comédiennes et comédiens qui incarnent aussi parfaitement les personnages, mais disons que le personnage de Harry est celui qui est le plus saillant. Et alors justement, il y a d'autres personnages qui sont pas vraiment des personnages que je trouve, vous me direz ce que vous en pensez aussi, qui comptent beaucoup dans le film. Bon, il y a évidemment Prune, il y a Michel, il y a Claire, Harry, mais il y a aussi tout ce qui sont les décors, en fait, les routes très présentes, la maison complètement isolée. Comment avez-vous travaillé sur le choix des lieux de tournage de ces décors-là, qui prennent vraiment une place essentielle, je trouve, dans l'interaction avec tous les personnages. Sûr, oui. C'est vrai que la maison, c'est un peu un personnage en soi, et on le savait. Je voulais qu'elle soit isolée, je voulais qu'elle soit dans la montagne, et on a vraiment passé beaucoup de temps à la chercher. L'assistante de la réalisation, Raphaël, a vraiment sillonné toutes les régions montagneuses, le Vercors, la Savoie, la Haute-Savoie, les Cévennes, et pendant des semaines et des semaines. Et à l'époque, il n'y avait pas encore d'appareil numérique, donc elle faisait des photos qu'elle faisait développer, qu'elle nous envoyait, etc. Et à chaque fois, il n'y avait rien qui convenait, toujours un truc qui n'allait pas. Et un jour, elle était dans le Cantal, à Vic-sur-Serre, parce qu'elle passait beaucoup par les notaires pour voir aussi si ça connaissait des maisons qui étaient abandonnées ou à vendre, etc. Et donc il lui dit oui, je connais un truc, et donc il l'a emmené sur des petites routes, et puis ça n'en finissait pas, et puis elle commençait à flipper un peu d'être seule avec ce type dans la voiture, et donc il l'a amené dans cette maison qui s'appelle La Roussière. Et là, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ça c'est en fond de vallée, comme ça, avec cette façade, qui ressemble un peu à un dessin d'enfant. C'était vraiment idéal, sauf qu'elle était dans un état complètement délabré, donc l'équipe déco a fait un gros travail pour la rendre praticable. Et puis l'avantage, c'est qu'on pouvait s'en servir comme un studio, presque, y installer la salle de bain, la fameuse salle de bain rose, qui d'abord, d'ailleurs, dans un premier temps, on avait eu un peu peur que ça soit too much, donc dans le choix des carrelages, ils étaient moins roses, et après on était déçus, donc l'équipe déco, ils ont dû tout revernir, tous les carreaux avec une couleur plus flashy, plus fuchsia. Et ce que je me suis dit aussi assez rapidement, c'est que pour que cette maison, pour faire exister cette maison, le mieux c'était que de la montrer que de face, de pas essayer de faire aussi des plans de derrière, mais c'est un peu comme dans Psychose de Hitchcock, la maison qui est derrière le motel, on la voit toujours que
d'un même angle d'en bas, et du coup elle s'ancre très fortement dans la tête des spectateurs, et donc je suis un grand admirateur d'Hitchcock, donc j'ai appliqué un peu ce même principe, et du coup elle marque. Super. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci, bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour votre film. Alors j'ai 2 questions. Première question, vous n'avez jamais envisagé d'en faire une suite, notamment, je ne sais pas, sur les réminiscences de Michel, ou bien voir sur les enfants, parce que les enfants, ils sont présents, même s'ils sont, on va dire, en arrière-plan, et notamment on voit que l'enfant intermédiaire est témoin de lorsque Harry emboîte le corps de Michel, etc. Donc est-ce que vous avez envisagé une suite? Non, jamais. Non, jamais. Je sais qu'il y a eu des intérêts du côté des Américains. Enfin, il y a toujours eu une espèce d'arlésienne, de remake. Enfin, et de temps en temps, ils relançaient, ils disaient oui. Mais bon, finalement, ça s'est jamais fait. C'est pas plus mal. Et non, j'ai jamais envie. Bah, Harry, il est mort, hein, donc. Oui, non, sur Michel, du moins sur la vie de Michel, etc. Le côté psychologique de Michel après avoir. Non, enfin, je pense honnêtement, non, j'ai jamais envisagé ça. D'accord. Et ma deuxième question, on va dire, c'était sur en fait l'accident, vous voyez, donc on va dire l'assassinat des parents lorsque Harry donc pousse la 405 dans la falaise. La question est de savoir, est-ce que c'est une vraie prise de vue de réel ou bien c'est du montage numérique? À cette époque-là, il n'y avait pas de montage numérique. Non, alors c'est une prise de vue réelle. Alors il n'y avait pas les parents vraiment. Oui, j'imagine. Mais oui, enfin on avait, enfin les cascadeurs avaient construit une espèce de petite plateforme en bois qu'on avait après, comme un tremplin en fait, pour que la voiture après le virage puisse vraiment décoller. Donc on avait après masqué avec des branchages, des choses comme ça, mais effectivement il y avait, enfin la voiture a vraiment été poussée par l'autre voiture et passée par-dessus. Alors on avait, par sécurité, on avait, enfin je tourne toujours qu'avec une caméra, sauf exception, et là il y avait 2 autres caméras pour couvrir des angles différents, mais dont finalement on s'est pas servi, donc on a vraiment utilisé que le plan, enfin qui me convenait le mieux et où on voit. Non, il n'y a pas du tout de truc. Non, mais vu l'explosion de l'habitacle, ça se voyait que c'était réel. Oui, je l'ai décelé, moi. Oui, ça l'est, je confirme. Okay. Merci beaucoup, monsieur. Je crois qu'il y a une dame de chaque côté. Exact. Oui, bonsoir, merci. Ce film est toujours aussi fort après 25 ans. Je l'ai vu il y a très longtemps à sa sortie. Bon. Et j'ai retrouvé les mêmes sensations. Vraiment, c'est encore bravo parce qu'il n'a pas pris une ride en fait. Contrairement à nous. Voilà. Et donc, vous avez évoqué qu'il y avait une certaine relation, enfin une certaine lecture psychanalytique entre les 2 principaux personnages et que la maison était aussi un personnage. Alors, il y a aussi un élément que vous n'avez pas souligné, je voulais avoir votre point de vue là-dessus, le puisard qui apparaît au début et à la fin. J'aurais été curieuse de connaître l'interprétation que vous avez pu en faire, vous et votre co-scénariste. Est-ce que c'est le puits d'une culpabilité qu'on remplit, ou un inconscient? Enfin, ça me paraît être un élément très fort du film, et j'aurais vraiment été intéressée de connaître votre interprétation de ce puisard. Alors, oui, enfin, on pourrait dire c'est l'inconscient, enfin, où on enfouit des choses. Après, il ne faut pas non plus, enfin, quand je parlais de l'interprétation psychanalytique, c'est pas quelque chose qu'on s'est formulé avec Gilles pendant l'écriture. C'est presque quelque chose qui nous est apparu une fois le film terminé. Donc, il ne faut pas penser que quand on écrit un scénario, on essaye de dire on va faire ça parce que du coup les gens pourront se dire que c'est un psychanalytique. On essaye d'être dans des choses concrètes. Et là, le puisard, enfin à l'époque j'avais une toute petite bicoque à Montreuil, il y avait un jardin, il y avait un trou comme ça et avec une grille, et donc je sais pas, ça m'a fait fantasmer. Et voilà, donc c'était plus le côté pratique et concret, enfin de quelque chose qui signifie un danger dès le début, puisqu'il veut pas que les enfants s'approchent. Et puis après, quand on écrit un scénario aussi, on essaye de trouver
des éléments qui vont servir par la suite. Enfin, tout est... Oui, enfin aussi même pour pouvoir s'en servir après, pour que ça puisse servir la dramaturgie. Mais et après, enfin, ce qui concerne les... Il y a eu, peu après la sortie du film, un festival, comment ça s'appelait? Un festival film et psychanalyse à Londres. Et c'était organisé par des psychanalystes. Et donc, ils ont choisi 10 films européens de différents pays. Et pour chaque film, il y a un psychanalyste qui a écrit enfin, une analyse enfin, une interprétation enfin, psychanalytique. Et donc, lors de ce festival, après chaque projection, il y avait cette personne qui expliquait ce qu'elle avait écrit. Après, il y avait les gens dans la salle pouvaient poser des questions. Et donc, c'est un peu curieux parce que du coup, j'étais face à 300 psychanalystes. Et à un moment donné, il y en a un qui m'a dit: est-ce que j'ai raison de croire que la salle de bain rose représente l'utérus maternel? Voilà, alors là, j'avoue que j'étais un peu... enfin, ce qui est marrant, c'est que quand même, en psychanalyse, le principe, c'est que les interprétations, enfin, les associations qu'on fait n'engagent que ceux qui les font, quoi. Et ça me paraissait bizarre qu'il cherchait confirmation auprès de moi d'une association qu'il avait faite lui et qui concernait plus lui, quoi. Mais voilà, pardon, c'est juste pour l'anecdote. Très marrant, pareil. Et ah oui, alors un autre truc, quand on a, enfin, par rapport à ce puisard, pendant qu'on constituait l'équipe du film, enfin, je rencontrais des techniciens, des gens, enfin, que certains je ne connaissais pas, et pour le chef décorateur, j'avais rencontré plusieurs chefs décorateurs, et donc il y en a un qui avait lu le scénario, et on se rencontre, il parle, il dit, et puis il commençait à délirer, mais complètement sur le puisard, quoi. Et donc il disait, oui, parce que Michel, son père, il est dentiste, alors il faudrait que ce puisard ait une forme de carie dans une dent, etc. Donc, voilà, je ne l'ai pas pris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou oui, Là-haut. tout au fond. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question assez simple et peut-être même qu'il n'y a pas de réponse, donc, mais je me permets, je me risque. Mais bien sûr, bien sûr. Tout simplement, mis à part son obsession pour Michel, d'où part cette envie d'aider Michel, d'où part cette envie d'Harry d'aider Michel. Est-ce qu'il y a quelque chose avant, est-ce que vous avez une explication vous-même, je sais pas, mais voilà. Ok, non, mais je vais répondre, il y a tout à fait des réponses à cette question. Pour moi, ça a à voir avec cette sincérité dont je parlais tout à l'heure. Enfin, pour moi, je pense que Harry, en lisant les poèmes littéraires de Michel au lycée, ça lui a vraiment procurer je sais pas, un choc ou quelque chose où il s'est dit oui, ça me fait de l'effet, ça me plaît, il faut qu'il continue, et donc et probablement aussi parce que lui n'a pas dû, malgré l'argent qu'il a et tous les signes extérieurs de richesse, et son père qui l'a peut-être tué aussi, on ne sait pas, visiblement a quand même un vide à remplir, et donc il se sert en fait de cet ancien camarade de lycée pour remplir ce vide, et presque pour donner un sens à sa vie, donc il sent bien qu'au-delà de cette richesse, il lui manque quelque chose. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Vous pouvez aussi poser des questions aux gens de l'équipe ou à Sophie. Voilà. Bon, je vais raconter une anecdote. Ah, très bien. Passez-lui un micro.
déjà, je voulais te dire que j'ai redécouvert le film parce que je l'avais revu une fois, mais à la télé. Et comme quoi, c'est hyper différent l'expérience qu'on peut avoir d'un film sur une télé, sur un écran de cinéma, c'est assez fou. Et donc, j'ai vraiment été bluffée par la finesse de l'écriture, alors que je l'avais déjà eu, hein, mais comme quoi, et la maestria de la réalisation, et je tiens vraiment à te le dire. Merci, merci. Je trouve le film parfait. Mais vraiment. Et oui, non, je voulais raconter, parce que ça m'a fait penser à ça. Il y a des scènes coupées quand même, qu'on n'a pas Oui, gardées absolument. dans le Oui, film. oui, je vois où tu vas en venir. Et qui sont très rigolotes. Parce que dans la version originale, en fait, Harry me droguait pour que je m'endorme, parce que je dors beaucoup dans le film. Oui. Et en fait, il me droguait pour que je m'endorme, et donc on a quand même tourné des scènes assez... Enfin, pour pouvoir commettre ces forfaits, enfin, le meurtre quand des il part, parents, voilà. voilà. Donc quand on va dans l'hôtel de luxe et tout ça, pour commettre ces crimes, et donc on a quand même tourné des scènes très rigolotes, où j'étais comme ça à la table de dîner, et tout d'un coup je faisais... dans une assiette de purée de pommes de terre. Évidemment qu'on a refait plein de fois et qu'on n'a pas gardé. Mais c'était hyper rigolo à faire. Et du coup, j'en profite pour te poser une question. Parce que c'est vrai que c'est assez mystérieux ce qui se passe avant, finalement, au moment de l'écriture. Et alors, comment ça se passe entre Gilles et toi quand vous écrivez ensemble? C'est quoi votre fonctionnement, quoi, votre... Écoute, déjà une fois qu'on se lance on décide de partir sur une idée ou sur un sujet, on est ensemble dans la même pièce, souvent, en tout cas maintenant on se retrouve chez lui, et puis alors il n'y a pas vraiment de méthode de travail. Disons qu'on parle, au début, on parle beaucoup, on échange des idées, on parle aussi d'autres trucs, mais après, ça dépend aussi, évidemment, quand c'est une adaptation, il y a déjà un bouquin, c'est différent parce qu'il y a déjà une base, mais en tout cas, on ne travaille pas, comme parfois, c'est préconisé dans des manuels de comment écrire son scénario, etc., en disant, voilà, il faut d'abord une idée maîtresse, le pitch, ensuite on fait un synopsis d'une demi-page, ensuite un traitement de 3 pages, ensuite un grand traitement de 10 pages, ensuite un séquencier, ensuite une continuité dialoguée, on ne fait pas ça du tout. En fait, nous, ça pousse de manière beaucoup plus anarchique, comme des champignons, il y en a un qui tout à coup va être très grand très vite, donc on peut très vite se lancer dans l'écriture d'une scène alors qu'on n'a pas du tout encore toute la structure, et petit à petit les vides se remplissent, et puis c'est aussi de l'exploration, parfois on explore une piste, on dit c'est toujours tiens, et si il se passait ça, et si il faisait ci. Et puis, donc chacun soumet comme ça des hypothèses, et puis à la tête de l'autre, on voit très vite si ça vaut le coup. Soit l'autre rebondit, ah oui, c'est pas mal, et puis là, ça pourrait aussi mener ceci ou cela. Et parfois, on se rend compte que c'est des fausses pistes, donc il faut faire marche arrière, et voilà. Et puis il y a des moments où on parle toute la journée, il y en a d'autres où chacun s'essaye à une scène, mais on rentre très vite dans les dialogues, parce qu'aussi les dialogues peuvent... quand on reste trop dans le résumé, en fait, il peut... Ouais, l'avantage d'un dialogue, c'est que, par exemple, si on a la phrase de Harry qui dit « on peut s'épanouir que dans la disproportion », ça pose le personnage, et du coup, on peut construire des choses là-dessus, et je pense que c'est important de partir assez vite de choses concrètes et qui sont déjà assez élaborées, même si on n'a pas encore l'ensemble, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y en a un qui est plus porté sur, par exemple, les personnages et l'autre
l'arc narratif ou vous êtes complètement mélangé quoi? Bon, c'est assez mélangé. Enfin bon, là, il y avait vraiment cette distribution de rôles, un peu, enfin, entre lui, Harry, et moi, Michel. Après, je trouve que Gilles a vraiment un talent particulier pour les dialogues. Ce qui ne veut pas dire que moi j'en écris pas, mais enfin, notamment pour des scènes clés un peu porteuses. Et moi j'ai peut-être un peu plus, je suis peut-être un peu plus porté aussi sur la structure narrative, la construction. Voilà, donc, mais ça se complète et ça ne veut pas dire que c'est complètement partagé comme tâche. Et vous avez une moyenne un peu de durée d'écriture d'un scénar? Alors, disons qu'avec l'âge, ça se raccourcit un peu. Pour Harry, je pense que ça s'est étalé sur 1 an et demi, mais aussi parce qu'il y a des moments où on faisait autre chose. Sur le film d'après, sur Lemming, alors là, c'était interminable. Enfin, on a mis, je sais pas, 2 ans. Et là, maintenant, enfin, par exemple, pour celui qui dossier 137 qui va sortir en novembre, il y a un scénario original, donc bon, il y a eu une phase de documentation et de recherche que j'ai faite seule, mais une fois qu'on s'est mis à travailler, je dirais, il y a eu 6 mois, enfin avant d'arriver à une première version complète, parce qu'après c'est jamais fini, enfin on reprend toujours, enfin ça évolue jusqu'au tournage, même pendant le tournage il peut encore y avoir des changements. D'ailleurs, c'est ça la suite de Harry et Lemming, en fait, avec les singes volants. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une suite? Oui, oui. Pour voir Lemming. Bah oui, puisqu'il y a Laurent Lucas qui joue le rôle principal aussi, et c'est vrai que c'est un peu comme le personnage de Michel qui a enfin, il a plus d'enfants, mais c'est vrai qu'il a une réussite professionnelle et matérielle, une belle maison, enfin tout va bien, mais voilà, mais après ça se met quand même à débloquer un peu. Alors, on m'indique que malheureusement, on va devoir bientôt clôturer la séance, mais on a encore le temps pour une dernière question. Donc, qui souhaite se lancer ? Pas grave. Non, mais alors du coup, j'ai quand même une question. Ah oui, bon, alors, très bien. Est-ce que si vous deviez aujourd'hui refaire Harry, un ami qui vous veut du bien, vous le feriez de la même manière ou pas? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez? C'est difficile à dire parce qu'il existe, donc certainement pas, parce que on évolue quand même. Donc probablement je le ferais pas pareil, mais ça veut pas dire que ça serait mieux. Hein. Enfin, enfin en le voyant parfois, enfin, je suis presque un peu effrayé par moi-même, enfin, des idées, enfin quand même d'aller jusqu'à considérer le meurtre des enfants, etc. C'est quand même un peu chelou, quoi. Eh bien, merci beaucoup encore, Dominique. Merci pour votre accueil. Merci d'être venu. Alors, je ne sais pas si ça va se faire ou non, mais enfin, SND, donc qui a les droits du film, m'ont dit qu'ils envisageaient une ressortie salle au 5 novembre avant. Voilà. Mais il est reproposé effectivement au cinéma. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, faut voir après si les exploitants suivent, enfin voilà, s'il y a un intérêt ou non, quoi. Mais je pense que aussi les places et tout ce qu'il va y avoir autour, mais oui, c'est ça, ouais. Autour de la sortie. Voilà. Donc c'est possible qu'il soit reprogrammé en novembre, donc vous pouvez envoyer vos amis, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants. Etc. Et donc sinon, dossier 137 sort le 19 novembre. Voilà, c'est très différent. Merci encore, merci tout le monde.